Bonjour, vous allez écouter Emmanuel Deso. Emmanuel, ça fait 10 ans que je le connais. C'est un formateur en fait, qui a plein d'expériences en fait, terrain, plein de choses à partager et qui ne se satisfait jamais en fait, à ce qu'il a découvert. Il est plongé dans les livres en permanence et c'est le premier à nous faire partager en fait, ce qu'il découvre, ce qu'il trouve pertinent en fait, à développer. Depuis quelques années, il s'est intéressé en fait aux émotions. Alors c'est vrai que c'est un domaine qu'on connaît bien chez TTI, mais il a creusé beaucoup et beaucoup. Je pense que même de temps en temps, en fait, il nous dépasse en termes de connaissances. Et il a choisi en fait ces émotions comme étant une clé de la performance et qu'il va développer en fait dans les 15 minutes qui vont suivre. Donc je vous invite en fait à un magnifique voyage dans les émotions avec Emmanuel. La différence fondamentale entre l'émotion et la raison est que l'émotion nous pousse à l'action, alors que la raison aboutit à des résultats. La source profonde, véritable de nos comportements, de nos actions, réside dans ce que nous ressentons. En cela, aucune émotion n'est ni positive ni négative. Elles peuvent être énergisantes ou énergivores, mais elles nous poussent à agir. À l'heure de l'e-commerce, de l'e-learning, de l'e-entreprise, il est temps de s'intéresser à l'émotion. Nous allons nous centrer durant cette courte conférence sur ce triptyque: penser, ressentir, faire. Je m'inscris en faux lorsque saint Thomas l'apôtre déclara « Il faut le voir pour le croire ». J'affirme bien au contraire que dans une période où beaucoup de managers ont l'œil rivé sur le résultat, il faut le croire pour le voir. Le résultat n'est qu'une conséquence, c'est la destination. Ce n'est pas le chemin. Apprenons à nos managers, à nos collaborateurs à tracer leur route pour atteindre le but. Chaque manager, chaque collaborateur qui croit en lui, en ses capacités, réussira. Ancrez votre pensée. Canalisez-la. Régulez l'émotion et l'intensité nécessaires. Vous réussirez. Nous allons, dans un premier temps, ouvrir la porte au pouvoir des émotions. Je vous expliquerai de quelle façon elles impactent sur nos comportements, les nôtres et ceux de notre entourage. Dans un deuxième temps, je vous en indiquerai le prix à payer. Car c'est un investissement énorme en termes d'énergie que de réguler, gérer les émotions. Mais le jeu en vaut la chandelle. Enfin, je vous expliquerai les clés principales qui vous permettront, loin d'oublier la croissance, bien au contraire, de la doper. Et le mot est choisi. Lorsque l'on sait que la colère dégage du cortisol, la joie de la dopamine et de la sérotonine, c'est addictif, mais légal et gratuit. Et je vous fais une promesse. Les émotions ne seront plus vues en entreprise comme une faiblesse, mais bien comme un levier de performance. Apprendre à transmuter les émotions qui nous permettront de développer nos performances. Ouvrons la porte au pouvoir des émotions. Certes, dans une même situation, nous ne vivons pas les mêmes, mais nous les connaissons toutes. Colère, joie, tristesse, peur. Quand je parle de ces émotions dites primaires, ce ne sont juste que des noms de famille. La lignée est importante. Quand je parle de colère, je parle d'agacement, d'irritation, d'exaspération. Quand je parle de tristesse, je parle de déception, de peine, de chagrin. Quand je parle de peur, je parle de doute, d'inquiétude, d'angoisse.
Quand je parle de joie, je parle de gaieté, d'enthousiasme, d'optimisme. Le pouvoir des émotions. Le 14-15 mars, le président Emmanuel Macron annonce une durée de confinement provisoire d'une quinzaine de jours. Qu'avons-nous pensé? Qu'avons-nous ressenti? Qu'avons-nous fait? Joie? Oh, c'est préalable, 15 jours, c'est pas grand-chose. Ça va me permettre de lancer les projets que je voulais initier, tout en m'occupant de ma petite famille. Tristesse? Cela veut dire que je vais devoir annuler tous les rendez-vous que j'avais pris. Rendez-vous clients, rendez-vous prospects. Je ne suis pas sûr qu'après le confinement, ils seront OK pour les repositionner. Peur. Comment allons-nous assurer la pérennité de l'entreprise, de nos emplois? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Colère. De quel droit décide-t-on de confiner tout le monde sans demander des opinions? Ça veut dire quoi, ça, confinement? Je ne suis pas salarié, je suis indépendant. Comment je vais gagner ma vie, moi? C'est moi qui décide, je suis maître de mon destin. Mais suis-je en capacité d'identifier mes émotions, de voir l'impact qu'elles ont? Trop d'optimisme, tristesse, colère, peur. À quel point cela peut rendre mon comportement peut-être parfois irrationnel? Et suis-je en capacité d'identifier les émotions de mes collaborateurs? De voir ceux qui viennent au travail en se sentant vulnérables, ceux qui craignent de perdre leurs droits à leurs congés, à leurs vacances, et qui les annulent pour ne pas les perdre ces journées-là. Ceux qui exercent leur droit de retrait, parce qu'ils ne veulent pas être contaminés. Voir qu'ils peuvent exprimer une colère, une crainte vis-à-vis de l'entreprise qui ne prend pas les mesures pour pouvoir la protéger. Le télétravail, en quelques semaines, a connu une croissance qu'elle n'aurait peut-être pas connue en quelques mois, voire en années. Mais nos collaborateurs sont-ils tous préparés à ce changement de mode de travail? Prend-on en compte leurs émotions? Et de quelle façon aussi nos managers sont-ils préparés au changement de management? On ne manage pas une équipe qu'on a sous la main de la même façon qu'à distance. Nous sommes dans l'obligation de faire confiance à nos collaborateurs. Le résultat, ce n'est qu'un indicateur pour savoir est-ce que je dois accompagner davantage ou moins, peut-être aussi canaliser ou pas. Si je ne prends pas en compte l'émotion de mes collaborateurs, je leur impose cette nouvelle forme de travail. Je peux, sans m'en apercevoir, créer de l'anxiété, du doute, de la perte de confiance en soi, et pourquoi pas, même en distance, une forme d'absentéisme. Si au contraire, je prends en compte ces émotions et que je les transmute, que je rassure, que j'accompagne, je vais potentiellement pouvoir focaliser leur énergie sur des choses différentes qui leur permettront de réussir et pourquoi pas de trouver du plaisir dans cette nouvelle forme de travail. Les émotions peuvent être contagieuses, dans l'optimisme comme dans la crainte. Je me souviens de cet internaute pendant le confinement qui a dit « Je ne sais pas si le battement d'aile d'un papillon en Australie peut provoquer un tsunami en Europe, mais un virus chinois peut provoquer une pénurie de papier toilette à l'Hyper de Melun. » Le pouvoir des émotions. Nous voyons donc que l'impact sur nos comportements est énorme. Mais comment alors pouvoir engager nos collaborateurs? Le prix à payer. Nous avons redécouvert nos professionnels de santé. Médecins, infirmières, aides-soignants, mais aussi les agents de maintenance, de nettoyage. Des gens pas toujours très bien payés, contrairement à ce que l'on peut croire pour certaines professions. Et en tout cas, pas au regard des heures qu'ils font et des risques qu'ils prennent. Demandons-leur des résultats. Vous devez sauver 1000 vies par jour et accueillir 10 000 patients à l'hôpital. On se rend vite compte de l'absurdité d'une telle comptabilité. C'est pourtant ce qui nous a amené à la fermeture de centres hospitaliers et à certains déserts médicaux. Ce sont des gens engagés. Engagés parce qu'ils ont quelque chose qui les transcende, une passion, une vocation. Ils ont choisi un métier qu'ils aiment.
ça ne veut pas dire que cela suffit à pérenniser cet engagement. Ce n'est pas la seule réponse, mais les applaudissements aux fenêtres le soir ont pu aussi les nourrir. Mais nous avons bien vu, lorsqu'on a demandé aux gens d'être confinés chez eux, #restez chez vous, que ce n'a pas été aussi simple que ça. Des gens continuaient à sortir, à se rencontrer, peut-être parfois même à faire des attestations pour aller travailler qui n'en avaient d'attestation que le nom. C'est toujours bon de sortir de chez soi. Comment obtenir leur engagement ? L'engagement ne s'impose pas. Il faut donc leur apprendre à prendre plaisir, entre guillemets, à être confinés. Comment les engager, comment les accompagner ? Il faut que les dirigeants, les managers se mobilisent aussi. Où sont les masques ? Dans quelles conditions on va le faire ? Quelle est la contrepartie que l'on peut y trouver ? Victor Hugo disait « Sur l'autel de nos ancêtres conservant la flamme, pas les cendres. » L'engagement, c'est un feu de cheminée. Il faut y mettre des bûches. Les bûches, la valorisation, la reconnaissance. Donner du sens aussi aux choses. C'est à ce prix-là, à cet engagement énorme, qu'on va pouvoir effectivement pousser les gens à s'engager. L'échec doit donner conscience à l'effort qu'il faut faire. La déception doit devenir volonté. Le pessimisme est une question de ressenti. L'optimisme est une question de volonté. Winston Churchill disait « La victoire, c'est aller de défaite en gardant son enthousiasme. La victoire, c'est le résultat, je ne le maîtrise pas. Ce que je maîtrise, c'est l'enthousiasme que je vais mettre dans chaque combat. » C'est cette activité-là. Et c'est plus facile de valoriser un engagement lorsqu'il est pris que d'attendre un résultat qu'on ne maîtrise pas. C'est plus simple aussi de recadrer un manque d'engagement quand il est pris, et plus juste que de me recadrer sur un résultat que je ne maîtrise pas. Dans la vie, on a la chance de faire un métier qu'on aime, ou alors il faut apprendre à aimer le métier que l'on fait. C'est là-dedans que cela résiste. Sinon, vos collaborateurs vont être dans le savoir, le savoir-faire, mais sans savoir-être. Sans cette projection que mon confrère, ami Emmanuel Berthe appelle le savoir-devenir, qui est si important en période de changement. Le prix de l'engagement. Nous allons voir à présent, donc, quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer pour pouvoir transmuter ces émotions. Je vais vous donner déjà 2 leviers qui vont vous aider à transmuter vos propres émotions. Puis les 2 autres leviers permettront de nous aider à transmuter les émotions de ceux qui nous entourent, collaborateurs, famille parfois aussi, qui a besoin d'être soutenue. Premier levier, conscientiser nos émotions. La théorie est très simple. La pratique demande effectivement un peu plus d'apprentissage. Lorsque vous avez passé le permis, on vous a demandé de conscientiser, c'est simple. Vous allez appuyer sur la pédale de gauche, desserrer le frein à main, mettre votre clignotant, vérifier votre rétro intérieur-extérieur. Pendant que vous appuyez sur la pédale de gauche, vous la relâchez doucement en appuyant sur celle de droite, vous tournez le volant et on y va. Combien d'entre nous avons calé ? Il en va de même pour nos émotions. À chaud, c'est toujours difficile, mais on peut se rappeler de notre dernier acte managérial. Qu'ai-je pensé ? Qu'ai-je ressenti ? Comment l'ai-je transformé en action ? Quel impact cela a eu sur mes collaborateurs, sur leur humeur, sur leur motivation ? Conscientisez vos émotions. Le deuxième levier, très important aussi, consiste à ancrer nos pensées secondaires. Penser, ressentir, faire. Automatique. Quelle maîtrise je peux avoir de ça ? Penser, ressentir, stop. Pensée secondaire. Change ton émotion, tu changeras ton comportement. Excusez-moi, je dois appeler le bureau. Bon sang, je m'irrite, je m'agace, ça répond pas. C'est quand même inadmissible que le premier canal de contact de nos clients, surtout en période de confinement, ne soit pas utilisé. Allô ? Oui, ça fait 10 minutes que je vous appelle. Qu'est-ce que vous foutez, bon sang ? Vous vous rendez compte l'image pour l'entreprise ? Vous servez à quoi ? Ça tient à quoi, la motivation de nos collaborateurs ? Ancrer les pensées secondaires. J'appelle le bureau, je m'irrite, je m'agace, ça ne répond pas. Attends, si ça ne répond pas, c'est qu'il y a beaucoup d'appels. Si ça a beaucoup d'appels, ça veut dire que l'activité va plutôt bien. Mais alors peut-être sont-ils dépassés, ont-ils besoin d'aide ?
Je vais leur poser la question. Oui, ça fait 10 minutes que j'essaye de vous appeler sans succès. Tout va bien? Vous arrivez à gérer? Vous avez besoin de mon aide? Mais alors, ils ne vont pas me reconnaître. Les deux clés suivantes vont plutôt permettre à accompagner la modification des émotions de mes collaborateurs, de mes managers, transmuter leurs émotions à eux. La troisième clé est quelque chose de très connu, mais tellement galvaudé. L'empathie. Ah, encore? Oui, l'empathie. D'abord, il faut bien savoir ce que c'est que l'empathie. L'empathie n'est pas ressentir ce que ressent l'autre. Ça s'appellerait de la sympathie ou de la compassion. L'empathie, c'est décrypter, identifier ce que l'autre ressent pour adapter ma communication, adapter mon impact. Une fois qu'on a défini l'empathie, il faut comprendre aussi comment être disponible à l'empathie. J'ai eu une journée terrible aujourd'hui. Entre les appels des entreprises, des clients, de mes collaborateurs, j'ai pris sur moi. Je suis un professionnel. Mais vous voyez, en rentrant à la maison, le premier truc que j'entends, c'est « Tu sais ce qui m'est arrivé, chérie ?» Non, puis je ne veux pas le savoir. Chacun ses problèmes. Elle a besoin d'empathie. Mais comment puis-je lui offrir si moi aussi j'en ai besoin? Si face à quelqu'un qui est en colère après moi, je ne suis pas capable de comprendre que derrière cette colère, il y a de la peur, je serai focalisé sur moi. Alors que si je focalise sur sa peur à elle, ça changera mon prisme. La dernière chose sur l'empathie, c'est de savoir la formuler. La plupart des gens que j'ai rencontrés disaient à la question « Comment vous formulez l'empathie ?» Je comprends. Imaginons, nous sommes en période de confinement, les temps sont durs et vous m'avez prêté, vous êtes très généreux, une forte somme d'argent pour m'aider à m'en sortir. Non, j'ai dit très généreux, beaucoup plus. Avec bien sûr la promesse que j'allais vous rembourser. Et après moult relances auxquelles je n'ai pas répondu, vous venez me voir quelque peu énervé pour me demander ce remboursement. Donc je vous regarde et je vous dis, je comprends. Que pensez-vous? Que ressentez-vous? Qu'avez-vous envie de faire? Il faut savoir formuler une empathie. Une empathie, c'est une appropriation contextuelle. Et une appropriation du ressenti, une appropriation émotionnelle. Vous savez, je suis comme tout le monde, la vie n'est pas toujours facile. On essaie de faire quelques économies pour les temps plus difficiles. Et vous m'avez demandé de vous prêter de l'argent. Je suis quelqu'un de généreux, je le fais, parce que je sais que vous allez me rembourser. Mais là, c'est la troisième fois que je vous demande et vous ne le faites pas. Donc je pense que je serai aussi quelque part énervé et en colère. Aussi, rassurez-vous, j'ai bien conscience que vous avez besoin de cet argent. Je vais voir avec vous comment est-ce qu'on peut faire peut-être un étalement, de manière à vous commencer à vous rembourser tout de suite et être sûr que je puisse le faire. L'empathie, c'est ce qui permet de transformer une colère en négociation, donc en accord, donc en satisfaction. Le dernier levier est de savoir communiquer dans ses exigences et dans ses valorisations. Je, vous. Lorsque j'exprime une exigence, il vaut mieux focaliser sur le « je ». C'est mon ressenti, il m'appartient. Vous n'y pouvez rien sans vous culpabiliser. Je suis déçu. Je suis déçu parce que j'estime que l'équipe que j'ai est capable de faire beaucoup mieux. J'attends plus de vous. Je ne pique pas la culpabilité, je pique l'orgueil. Alors que lorsque je vous dis « Mais qu'est-ce que vous foutez ? Vous êtes payé pour quoi faire ?» Alors là, on la sent bien, la culpabilité, et ça va avoir pour effet deux choses. Soit vous allez essayer de vous justifier, parce que le cerveau n'aime pas être coupable. Soit vous allez vous venger, me le faire payer. Par contre, lorsque je veux vous valoriser, il vaut mieux focaliser sur le « vous » que sur le « je ». Je suis très content des résultats. C'est une façon de vous dire, vous travaillez pour me faire plaisir. Et donc, si demain, je vous refuse du télétravail, on va voir à quel point vous allez avoir envie de me faire plaisir. Par contre, vous avez fait du bon travail. Ces résultats, c'est la conséquence de vos efforts, de votre engagement. Merci à chacun de vous. Ça met en lumière cette valorisation. Je vous invite, la prochaine fois que vous tombez en panne à la maison, de téléphoner à votre épouse en lui disant « Chérie, je suis en panne !» et de regarder comment elle réagit. Et quelques mois après, lorsqu'elle aura oublié ce passage-là, de retenter l'expérience, mais cette fois-ci en lui disant « Chérie, tu aurais pu me dire que tu n'avais pas fait le plein. » Et de regarder comment elle a réagi. À la fin du confinement, chacun aura tenté de trouver sa place. Mais est-ce que tout sera réellement comme avant? Certaines personnes seront contentes de retrouver leur travail, peut-être un peu comme une thérapie, enfin on sort, mais d'autres,
À quoi ça sert tout ça, lorsqu'on sait que tout basculait? Comment les accompagner? Qu'allez-vous penser? Qu'allez-vous ressentir? Qu'allez-vous faire? Mais surtout en tant qu'être humain et en tant que manager, que voulez-vous qu'il pense? Que voulez-vous qu'il ressente? Que voulez-vous qu'il fasse? Chaque être humain est unique. Chaque être humain a au moins un talent. Chaque être humain a une volonté consciente ou inconsciente, une envie de s'épanouir, de progresser. Des entreprises comme Matuma à Montpellier, Red Hughes en Belgique, Nespresso, ont fait des émotions un sujet majeur dans leur communication, dans leur formation, dans leur management. Et tous sont unanimes aujourd'hui pour dire qu'ils y trouvent une plus grande cohésion, moins de turnover. J'ai initié cette conférence avec vous sur une citation de Donald Kane. Et vous savez à présent la différence qu'il y a entre l'émotion et la raison. Je voudrais, en accord avec Sénèque, l'illustrer une dernière fois. La raison. Ce n'est pas parce que les choses paraissent compliquées que nous n'osons pas les faire. L'émotion. Mais bien parce que nous n'osons pas les faire qu'elles paraissent compliquées. Je vous remercie, chacun d'entre vous, pour votre attention et je suis à votre disposition pour des questions-réponses.